Nous sommes aujourd'hui reçus dans un appartement Domitis Labadiane à Marseille avec plus de 180 résidences. Domitis est le leader national des résidences services seniors en France. Bonjour, je suis Laetitia Kergen, diététicienne nutritionniste et je suis ravie de vous accueillir pour cette formation dédiée aux aidants de vie aux familles. Je suis diététicienne exerçant en libéral et mon activité consiste à accompagner les patients vers des changements alimentaires et une meilleure hygiène de vie afin de préserver leur santé ou dans la gestion de certaines pathologies. Je travaille avec des enfants, des adultes, des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Un public qui, comme vous le savez, peut être particulièrement vulnérable aux effets de la surcharge pondérale. En tant qu'aidant de vie aux familles, vous êtes en contact direct avec ces personnes, ce qui vous donne un rôle clé à jouer dans leur accompagnement. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important qui est la surcharge pondérale. Je vous présenterai les causes, ses impacts sur la santé et le quotidien des personnes qui en souffrent. Et de quelle façon vous pouvez intervenir auprès d'eux pour améliorer leur qualité de vie. Selon l'OMS, le surpoids et l'obésité correspondent à une accumulation anormale ou excessive de masse grasse dans l'organisme, représentant un risque pour la santé. L'obésité est une maladie chronique, évolutive, qui se caractérise par un important excès de poids. Elle est diagnostiquée par le calcul de l'indice de masse corporelle, l'IMC. En fonction de ce dernier, nous pouvons déterminer s'il y a un surpoids ou une obésité et le grade de ce dernier. Je vais vous expliquer comment calculer facilement un IMC, mais attention, ces données sont seulement à titre informatif. En aucun cas, vous ne devez vous en servir pour diagnostiquer un bénéficiaire et encore moins pour faire une annonce. Et ce, même s'il vous paraît en surpoids. L'obésité est une pathologie chronique, complexe et multifactorielle qui doit être traitée comme telle. Le diagnostic repose sur les données comme l'IMC, mais est toujours associé à une anamnèse précise et parfois même un bilan biologique. Une mauvaise interprétation, un mauvais calcul ou une annonce maladroite pourrait avoir des répercussions désastreuses pour la personne aidée ainsi que pour la confiance qu'il ou elle vous accorde. Je compte sur vous pour en faire bon usage. Voici comment calculer facilement l'IMC. Prenez le poids en kilogrammes. Ensuite, prenez la taille en mètres. Puis divisez le poids par le carré de la taille. Par exemple, si vous pesez 70 kg, et mesurez 1,75 m. L'IMC est égal à 70 divisé par 1,75 fois 1,75, soit 24,48 kg par mètre carré. Ensuite, vous pouvez interpréter votre IMC selon les catégories définies par l'Organisation mondiale de la santé. Moins de 18,5 est égal à une insuffisance pondérale. Entre 18,5 et 24,9, le poids est normal. Entre 25 et 29,9, il y a un surpoids. Et 30 et plus, il y a obésité. On mesure également le tour de taille qui nous indique en fonction de sa circonférence si le surpoids ou l'obésité est associé à un risque accru de diabète de type 2, de maladie cardiovasculaire ou hépatique. L'état psychologique, émotionnel et socioculturel joue un rôle au même titre que les facteurs biologiques, environnementaux et génétiques. C'est la résultante d'un déséquilibre prolongé de la balance énergétique due à une alimentation hypercalorique par rapport à la dépense énergétique. L'équilibre entre les apports alimentaires et les dépenses énergétiques est fondamental pour maintenir un poids santé. Plusieurs facteurs peuvent influencer la prise de poids, comme les facteurs alimentaires avec des excès d'apports caloriques, une alimentation riche en graisse, en sucre, pauvre en fibres, ainsi que des grignotages. Elle peut aussi être en lien avec la baisse du coût des produits caloriques et l'augmentation des prix des produits les plus sains. Certaines habitudes comme des repas pris en dehors du foyer, la hausse de la consommation des produits industriels et de boissons sucrées. Il y a aussi la réduction de l'activité physique et la hausse de la sédentarité qui peut être due à un accident ou la perte d'un emploi ou un départ à la retraite par exemple. L'environnement de l'individu influence également l'alimentation et la dépense énergétique. Un sevrage tabagique, une grossesse difficile, une dépression ou un stress chronique peut aussi augmenter les prix alimentaires. Le comportement alimentaire est très sensible aux émotions,
au stress, à l'anxiété, aux accidents de la vie. La consommation d'aliments plaisir à haute densité énergétique peut intervenir comme une solution compensatrice à certains moments où nous sommes plus vulnérables psychologiquement. On appelle souvent cela l'alimentation émotionnelle. Il y a aussi des prédispositions génétiques à l'obésité, des troubles hormonaux comme un dysfonctionnement de la thyroïde ou encore certains traitements médicamenteux. La surcharge pondérale peut avoir un impact significatif sur le bien-être des bénéficiaires. Elle affecte leur mobilité et leur confort. Elle peut entraîner des douleurs articulaires, des difficultés respiratoires ou encore des troubles de l'humeur. La perte d'autonomie peut également s'aggraver avec l'augmentation du poids. Une perte significative de confiance en soi est souvent rapportée par nos patients après une prise de poids. Le rapport à l'alimentation peut devenir conflictuel et des pensées culpabilisantes peuvent envahir les personnes qui en souffrent. Il faut savoir que l'obésité est difficile à traiter. Elle est souvent mal acceptée, y compris par le personnel soignant. Les personnes qui souffrent d'obésité sont souvent victimes de grossophobie. Le traitement nécessite une prise en charge spécifique et globale. Seule une évaluation faite par un diététicien ou un médecin nutritionniste permet de comprendre la situation et de personnaliser les soins et l'accompagnement. Il est donc fortement déconseillé à une personne en situation de surpoids ou d'obésité de pratiquer un régime hypocalorique sans avoir consulté un diététicien ou un médecin nutritionniste. Des restrictions caloriques trop fortes et de la frustration peuvent aggraver la prise de poids à long terme et favoriser les troubles du comportement alimentaire. Voici quelques recommandations pour vous aidants de vie aux familles qui vous aideront à prévenir le surpoids et l'obésité et aider les personnes concernées. Premièrement, il est important d'aborder le sujet de manière délicate et sans jugement. En général, une personne en surpoids connaît sa condition physique et est déjà en lutte avec son poids. Il sera donc inefficace de moraliser les bénéficiaires. Ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est d'inviter la personne à discuter autour d'un café ou d'un thé afin de faire le point sur ses besoins, ses attentes, son alimentation, ses habitudes et sa santé. La confiance est primordiale pour prendre soin de l'autre. De fil en aiguille, vous pourrez proposer votre aide si la personne aidée est prête à la recevoir. Sur le plan nutritionnel, il est important de respecter un rythme de repas à heures régulières, d'encourager une alimentation variée et équilibrée ainsi que l'activité physique. Quelle que soit la corpulence, l'objectif primordial est d'accompagner progressivement les modifications des habitudes de vie pour promouvoir la santé et le bien-être. Le modèle d'une alimentation de type méditerranéenne est intéressante pour ses effets protecteurs contre les maladies cardiovasculaires grâce à sa richesse en fibres et aux graisses saines. Sa teneur élevée en fibres favorise également la satiété et ce modèle n'entraîne pas de frustration car il est facile à suivre sur du long terme et tout à fait compatible avec une vie sociale épanouie. La base est d'avoir une alimentation riche en fruits, en légumes, en produits céréaliers entiers, graines oléagineuses et légumineuses. On limitera l'apport en graisses saturées que vous pouvez trouver dans le beurre, dans les crèmes, les viandes grasses, les charcuteries, les huiles végétales type huile de friture, huile de palme. Les poissons et fruits de mer sont consommés au minimum 2 fois par semaine et les volailles sont à privilégier par rapport aux viandes rouges. Pour les adultes, on aura une source de protéines à chaque repas. Elles sont indispensables dans la régulation du poids et la synthèse d'hormones. On privilégiera les matières grasses saines comme l'huile d'olive, de colza, les noix et les poissons gras type maquereau, sardines. Il est important de veiller à une bonne hydratation, entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour en fonction du sexe et de l'activité physique de la personne. Le contrôle des portions est aussi nécessaire. Parfois, une personne qui mange trop vite, ne mastiquant pas assez, a du mal à se sentir rassasiée après un repas. Il est important de prendre son temps, de manger dans le calme et d'éventuellement de faire une petite pause avant de se resservir ou avant le dessert. Il est préférable d'opter pour des modes de cuisson saines comme la vapeur, au four ou au courbouillon en limitant la matière grasse. On encouragera aussi la personne aidée à être active physiquement et à faire du sport lorsque c'est possible d'un point de vue de sa santé. Il faut aussi lutter contre la sédentarité au quotidien, en marchant lorsque cela est possible, en privilégiant les escaliers, en se levant et en marchant régulièrement même à son domicile. Tout ce qui permettra au corps de se mettre en mouvement sera bénéfique dans la gestion du poids. Attention aux personnes ayant des problèmes cardiovasculaires ou une forte obésité avec des problèmes respiratoires qui doivent avoir la validation de leur médecin avant d'envisager la reprise d'une activité sportive.
Le petit déjeuner pourra se composer par exemple d'1 ou 2 œufs brouillés pour les protéines, d'une tranche de pain complet ou d'une portion de flocons d'avoine pour l'apport en fibres et en glucides complexes, 2 à 5 noix pour des graisses saines, un fruit pour les vitamines et une boisson idéalement pas sucrée ou peu sucrée. Pour le déjeuner, on pourra avoir une portion de poulet, de dinde, de poisson ou de tofu, une grande portion de légumes cuits ou crus qui vont permettre d'apporter de la satiété grâce à leurs fibres, une portion de féculents, par exemple du quinoa, du riz, des lentilles, une cuillère à soupe d'huile d'olive ou de colza pour assaisonner la salade ou les légumes, un laitage ou un petit morceau de fromage. Pour le goûter, il pourra y avoir un yaourt ou un fromage blanc, une petite poignée de noix non salées, par exemple des noix de pécan, des amandes ou des cerneaux de noix. Ça peut être également un carreau de chocolat, plus un fruit frais. Pour le dîner, plus ou moins la même structure que pour le déjeuner en réduisant les quantités si l'appétit le permet. Vous vous demandez peut-être comment déterminer les portions. En fait, c'est tout simple. Vous pouvez utiliser le moyen visuel grâce à vos mains et à vos doigts. Pour les féculents cuits, on prendra comme repère l'équivalent d'une poignée. Pour les légumes, une portion correspond à 1 ou 2 points. Pour les fruits, la portion correspond à 1 point. Pour la viande, la portion correspond à la surface de la paume de la main. Pour le poisson, à celle de la main et des doigts joints. Pour le fromage, elle correspond à la taille du pouce. Et pour les matières grasses, comme le beurre, on prendra l'équivalent de la pulpe de l'index. L'idée est de donner un repère tout en restant flexible, puisque l'appétit peut varier en fonction de différents points, comme l'activité physique par exemple. L'idéal est de s'en servir tout en écoutant nos sensations de faim et de satiété qui sont un excellent repère. Avec vos nouvelles connaissances, les bénéficiaires que vous accompagnez se sentiront compris et vous développerez la confiance qu'ils ont en vous. Au-delà de la possible perte de poids qu'une alimentation équilibrée peut apporter aux bénéficiaires, la réduction des risques de comorbidité associés au surpoids et de l'obésité seront réduites. Ils pourront voir accroître leur santé physique et mentale, la confiance qu'ils ont en eux et l'envie de poursuivre leurs efforts. De votre côté, la prévention de l'obésité chez les personnes que vous aidez jouera un rôle important dans votre quotidien. Les patients auront moins de difficultés à se mouvoir et à se déplacer, ce qui facilitera vos missions. En résumé, la surcharge pondérale est un enjeu de santé majeur. En tant qu'aidant de vie aux familles, vous avez un rôle essentiel à jouer dans la prévention et l'accompagnement des personnes que vous assistez. En comprenant les impacts du surpoids et de l'obésité, vous pourrez mieux adapter vos interventions en proposant des solutions pratiques et humaines. Merci de votre attention et n'hésitez pas à poser vos questions aux professionnels de santé avec qui vous êtes en contact, à partager vos expériences avec vos collègues pour enrichir encore davantage vos pratiques. Nous allons maintenant passer au quiz afin de tester vos connaissances. Plusieurs réponses sont possibles. Question numéro 1. Lequel de ces facteurs est un facteur de risque pour l'obésité ? A. La sédentarité. B. La consommation excessive de fruits et de légumes. C. La consommation d'eau en grande quantité. D. L'âge inférieur à 25 ans. Question numéro 2. Parmi ces choix, quel est un aliment particulièrement riche en calories et susceptible de favoriser le surpoids lorsqu'il est consommé en excès? A. Les aliments riches en graisse sont plus caloriques. B. Le riz brun. C. Le chocolat au lait. D. Les légumes verts. Question numéro 3. Laquelle de ces pratiques alimentaires est recommandée pour prévenir l'obésité? Réponse A. Manger varié et équilibré et à heures régulières. Réponse B. Manger uniquement le soir. C. Sauter des repas pour réduire les calories. Et D. Consommer des aliments très transformés.
Question numéro 4. Qu'est-ce que le surpoids? Réponse A, l'obésité sévère. B, l'indice de masse corporelle supérieur à 30. C, un excès de masse musculaire. D, un poids supérieur à la normale mais inférieur à l'obésité. Question numéro 5. Quel est l'impact de l'obésité sur la santé? Réponse A. Elle n'a aucun impact significatif. Réponse B. Elle peut entraîner des maladies cardiaques, du diabète de type 2 et de l'hypertension. C. Elle renforce le système immunitaire. D. Elle améliore la digestion. Question numéro 6. Quel rôle les aidants de vie aux familles peuvent-ils jouer dans la gestion du surpoids des personnes dont ils s'occupent? Réponse A. Prendre des décisions médicales à leur place. Réponse B. Encourager une alimentation équilibrée et un mode de vie actif. Réponse C. Les forcer à suivre un régime strict. Et réponse D. Ignorer les habitudes alimentaires de la personne. Question numéro 7. Quel est l'effet de l'activité physique sur la gestion du poids? A. Elle n'a aucun effet sur la perte de poids. B. Elle participe à la régulation du métabolisme et à l'augmentation des dépenses énergétiques, ce qui favorise la perte de poids. C. Elle rend le métabolisme plus lent. D. Elle augmente uniquement la masse musculaire. Question numéro 8. En tant qu'aidant, que devez-vous faire si vous suspectez une surcharge pondérale? Réponse A. Aborder le sujet avec délicatesse. Réponse B. Si l'aidé accepte votre aide, vous lui conseillez de consulter un ou une diététicienne, puis vous l'aidez à mettre en place ses conseils. Réponse C. Créer un électrochoc en lui parlant des maladies qu'elle peut développer. D. Jeter tous les produits gras et sucrés. Question numéro 9. Quel est l'impact des boissons sucrées sur le poids corporel? Réponse A. Elles apportent beaucoup de calories sans nutriments bénéfiques. Réponse B. Elles aident à contrôler l'appétit. Réponse C. Elles n'ont aucun effet sur le poids. Et réponse D. Elles sont une bonne source de vitamines. Question numéro 10. Parmi ces activités physiques, laquelle est la plus efficace pour favoriser la perte de poids? Réponse A. Le yoga. B. La marche rapide ou la course. C. Tout ce qui permet la mise en mouvement du corps de façon régulière et adaptée à l'état de santé de la personne en surpoids ou en obésité. D. La danse. Question numéro 11. Quels sont les signes de l'alimentation émotionnelle? A. Manger pour répondre à des besoins physiques. B. Manger sans faim réelle en réponse au stress, à l'anxiété ou à l'ennui. C. Manger uniquement des repas équilibrés. D. Manger uniquement par plaisir de goûter de nouveaux aliments. Question 12. Pourquoi est-il important de consulter un diététicien dans la gestion du surpoids et de l'obésité? A. Pour apprendre à jeûner correctement.
B. Pour bénéficier de conseils adaptés à chaque individu en fonction de ses besoins. C. Pour obtenir une ordonnance de médicaments amaigrissants. D. Pour recevoir des recommandations uniquement sur l'activité physique. Question numéro 13. Laquelle de ces affirmations est vraie concernant les régimes restrictifs? Réponse A. Ils sont toujours bénéfiques à long terme. Réponse B. Ils sont souvent difficiles à maintenir et peuvent entraîner des carences nutritionnelles, voire des troubles du comportement alimentaire. Réponse C. Ils permettent de maintenir un poids stable à vie. Et réponse D. Ils doivent être pratiqués sans surveillance médicale. Question 14. En tant qu'aidant, comment pouvez-vous encourager une personne à adopter une alimentation plus équilibrée? Réponse A. En la forçant à manger des aliments qu'elle n'aime pas. B. En lui offrant des choix alimentaires sains et en l'accompagnant progressivement. C. En ne lui donnant aucune option et en imposant un régime strict. D. En la décourageant de manger des aliments qu'elle aime.